Je m'appelle Antoine, et j'ai toujours cru que l'amour était la plus belle des aventures, celle qui pouvait guérir toutes les blessures du monde. Né dans un petit village au bord de la Loire, en France, j'ai grandi entouré de vignes et de rivières calmes, avec une mère qui me contait des histoires de cœurs brisés et de passion éternelle. Mon père, lui, était un homme taiseux, un pêcheur qui rentrait chaque soir les mains vides mais le regard plein d'espoir. Dès mon plus jeune âge, j'ai rêvé d'aimer comme dans ses contes, profondément, sans retenue. Mais la vie, elle, n'était pas un livre. Elle était cruelle, imprévisible. À 20 ans, je suis parti pour Paris, la ville des Lumières, convaincu que là-bas, je trouverais celle qui ferait battre mon cœur. J'avais un petit boulot dans une librairie du quartier latin, entouré de vieux volumes jaunis qui sentaient la poussière et les secrets oubliés. Les clients venaient et repartaient, mais moi, je passais mes soirées à errer le long de la Seine, imaginant une femme aux yeux comme l'aube qui partagerait mes silences et mes rires. J'étais romantique à l'excès, presque naïf. Mes amis se moquaient de moi. « Antoine, tu vas te brûler les ailes avec tes idéaux. » Mais je n'écoutais pas. L'amour, pour moi, était une quête sacrée. Un soir d'automne pluvieux, elle est entrée dans la librairie. Elise. Elle avait des cheveux châtains qui cascadaient comme une cascade automnale et un sourire qui illuminait les étagères sombres. Elle cherchait un livre sur les poètes maudits, Baudelaire et Rimbaud. Nos mains se sont frôlées en tendant le volume, et ce fut comme un éclair. « Vous lisez beaucoup » m'a-t-elle demandé, sa voix douce comme une mélodie. J'ai balbutié une réponse, le cœur en tumulte. Nous avons parlé pendant des heures, assis sur le sol poussiéreux, entre les rayonnages. Elle était étudiante en art, venue de Lyon pour poursuivre ses rêves de peintre. Elle détestait la solitude autant que moi. Nos rencontres sont devenues quotidiennes. Nous marchions dans les jardins du Luxembourg, main dans la main, discutant de tout et de rien. Élise riait à mes blagues maladroites, et je l'écoutais décrire ses toiles, des explosions de couleurs qui capturaient l'âme des gens. « L'amour, c'est comme peindre », disait-elle. « Il faut oser les teintes vives, même si ça fait mal. » Je l'aimais déjà, follement. Pour la première fois, je me sentais complet. Nous passions des nuits à nous embrasser sous les étoiles de Montmartre, à promettre un avenir ensemble. J'imaginais notre maison à la campagne, avec des enfants qui couraient dans les champs. Mais au fond de moi, une ombre planait, un pressentiment que le destin nous réservait autre chose. Un jour, Élise m'a annoncé qu'elle avait une exposition dans une petite galerie du Marais. « Viens, Antoine, ce sera notre soir. » J'ai tout préparé, une rose rouge dans ma poche, des mots d'amour gravés dans mon esprit. La galerie était bondée, remplie de critiques et d'amateurs d'art. Ces tableaux étaient magnifiques, des portraits tourmentés qui semblaient crier l'âme humaine. Elle rayonnait, vêtue d'une robe bleu nuit qui soulignait sa grâce. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a souri, et j'ai su que c'était le moment. Mais alors que je m'approchais, un homme en costume élégant l'a enlacée. Son frère, m'a-t-elle dit plus tard, un avocat prospère. Rien de grave. Pourtant, ce geste anodin a semé le doute en moi. Les semaines suivantes, notre idylle s'est intensifiée. Nous avons voyagé à Deauville, sur la côte normande, où les vagues rugissaient comme mes émotions. Là-bas, sous un ciel orageux, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a pleuré de joie, acceptant avec un baiser salé par la mer « Je t'aime, Antoine. » Pour toujours. Nous sommes rentrés à Paris, euphoriques, planifiant notre vie. Mais la tragédie rôdait, invisible. Élise avait commencé à tousser, de petites quintes qu'elle mettait sur le compte de l'humidité. « Ce n'est rien », assurait-elle. Moi, je m'inquiétais en silence, priant pour que notre bonheur dure. La maladie est arrivée comme un voleur dans la nuit, sournoise et impitoyable. Au début, ce n'était que des maux de tête, des fatigues passagères qu'Élise balayait d'un geste de la main. « C'est le stress de l'exposition », disait-elle en riant, tout en continuant à peindre jusqu'à l'aube. Moi, je la regardais avec une tendresse mêlée d'angoisse. Je l'emmenais dîner dans de petits bistrots parisiens, où nous partagions des plats simples et des rêves grandioses. Mais ses yeux, autrefois si vifs, commençaient à s'assombrir, comme voilés par un brouillard invisible. Un matin, après une nuit où elle avait vomi sans raison, elle a consenti à voir un médecin. J'ai insisté, le cœur serré. Le cabinet était froid, impersonnel, avec cette odeur d'antiseptique qui vous glace les os. Le docteur, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses, a écouté son histoire en hochant la tête. Des examens ont suivi, radio, prise de sang, un scanner qui m'a semblé durer une éternité. Élise serrait ma main, essayant de plaisanter, « Imagine si c'est juste un rhume géant. » Mais je voyais la peur dans ses yeux, la même que la mienne. Le verdict est tombé comme un coup près. Cancer du poumon, stade avancé. Les mots résonnaient dans la pièce blanche, absurde.
Élise, si jeune, si pleine de vie, atteinte par cette ombre noire. Fumeuse occasionnelle, avait dit le médecin, mais le destin n'a pas besoin d'excuses. Elle a fondu en larmes, et moi, je suis resté figé, incapable de bouger. Comment? Pourquoi nous? Murmurait-elle. Je l'ai serré contre moi, promettant que nous combattrions ensemble. Mais au fond, une partie de moi se brisait déjà. Les traitements ont commencé immédiatement. Chimiothérapie, radiothérapie, un arsenal de poisons censé vaincre le mal. Élise perdait ses cheveux par mèches, mais elle les cachait sous des foulards colorés, affirmant que ça lui donnait un air d'artiste bohème. Je l'accompagnais à chaque séance, tenant sa main moite pendant que les machines bourdonnaient. À la maison, je cuisinais ses plats préférés, lisais à voix haute des poèmes d'amour pour la distraire. « Tu es mon roc, Antoine », me disait-elle faiblement. Mais je me sentais impuissant, un simple spectateur d'une tragédie que je ne pouvais arrêter. Les mois passaient, et son corps s'affaiblissait. Elle ne peignait plus, ses mains tremblantes refusant le pinceau. Nous parlions de notre futur, même si les mots sonnaient faux. Après, nous irons en Italie, voir les fresques de Michel-Ange, proposai-je. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient la résignation. Une nuit, elle s'est réveillée en hurlant de douleur, le cancer rongeant ses os. J'ai appelé les urgences, paniqué, et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Là, sous les néons crus, les médecins ont augmenté les doses de morphine. C'est pour son confort, ont-ils dit. Je veillais à son chevet, récitant des prières que je n'avais pas dites depuis l'enfance. Pourtant, au milieu de cette tourmente, des instants de lumière persistaient. Un après-midi ensoleillé, nous avons réussi à sortir dans un parc. Élise, en fauteuil roulant, admirait les fleurs printanières. « Regarde, Antoine, la vie continue. » Nous avons ri en voyant un couple de canards nager, et pour un moment, le monde semblait normal. Mais le soir venu, la fièvre revenait, et elle délirait, murmurant des noms d'enfants que nous n'aurions jamais. Mon amour pour elle grandissait, dévorant, mais la peur de la perdre me rongeait l'âme. Les amis d'Élise venaient la voir, apportant des bouquets et des encouragements. Sa famille aussi, son frère l'avocat qui masquait son chagrin derrière un masque de force. Moi, je me sentais isolé, le seul à porter ce fardeau jour et nuit. J'ai commencé à noter ses paroles dans un journal, pour ne pas oublier sa voix, son rire. « Si je pars, promets-moi de continuer à aimer », m'a-t-elle dit un jour, les larmes aux yeux. J'ai hoché la tête, mais mon cœur hurlait non. L'hôpital est devenu notre prison, un lieu de couloirs interminables et d'odeurs âcres. Élise y passait des jours entiers, branchée à des machines qui bipaient comme des métronomes funèbres. Je quittais mon travail à la librairie pour être à ses côtés, dormant sur une chaise inconfortable. Les médecins parlaient de rémission, mais leur voix était prudente, pleine d'euphémismes. On fait de notre mieux. Moi, je refusais d'accepter la fin. Je cherchais des remèdes miracles sur Internet, des cliniques étrangères, tout ce qui pouvait la sauver. Mais la réalité nous rattrapait, impitoyable. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Élise a eu une rechute violente. Son souffle était rauque, laborieux, et elle peinait à parler. Je l'ai vue lutter, son corps frêle secoué de spasmes. Les infirmières ont accouru, injectant des calmants, mais rien n'y faisait. « Antoine, reste », a-t-elle murmuré, sa main froide dans la mienne. Je lui ai promis le monde, des voyages, une vie éternelle. Mais dans ses yeux, je lisais l'adieu. Le cancer l'emportait, m'arrachant la femme que j'aimais plus que tout. Elle est partie à l'aube, paisiblement, comme si elle s'endormait après une longue nuit. Le médecin a certifié l'heure, 6h12. Je suis resté là, hébété, écoutant le silence assourdissant. Son frère est arrivé, nous avons pleuré ensemble, mais rien ne pouvait combler le vide. L'enterrement a eu lieu sous un ciel gris, dans un cimetière du sud de Paris. Les fleurs blanches contrastaient avec la terre noire, et ses amis ont lu des poèmes qu'elle aimait. Moi, je n'ai rien dit, les mots me manquaient. J'ai déposé une rose sur son cercueil, la même que j'avais emportée pour notre soirée à la galerie. Les jours suivants ont été un brouillard. Paris, si vibrant, me semblait hostile. La librairie sentait maintenant la mort, chaque livre un rappel de nos conversations perdues. J'errais seul, hanté par ses souvenirs, son rire dans le vent, son parfum sur les oreillers. L'amour que j'avais tant cherché m'avait été donné, puis arraché. Pourquoi? Je questionnais le ciel, les étoiles, mais aucune réponse. Mes amis essayaient de me soutenir, m'invitant à sortir, mais je refusais. « Donne-toi du temps », disait-il. Du temps? J'en avais à revendre, maintenant, une éternité vide. Pourtant, au milieu du désespoir, j'ai trouvé refuge dans ces tableaux. J'en ai hérité, et je les ai accrochés chez moi, dans notre petit appartement du Marais.
Chaque coup de pinceau racontait notre histoire, la joie, la passion, la douleur. J'ai recommencé à lire, à écrire même, des lettres qu'elle ne lirait jamais. Je t'aime encore, Élise. Toujours. La nuit, je rêvais d'elle, vivante, nous dansant sous la pluie. Mais au réveil, la réalité me frappait. Elle était partie, emportée par cette fatalité. 1 an plus tard, j'ai rencontré une femme, Claire, une cliente de la librairie. Gentille, avec un sourire timide. Nous avons parlé, ri même. Mais mon cœur restait enchaîné à Élise. L'amour neuf me semblait trahison, un écho pâle du passé. Prends ton temps, me disait Claire. Peut-être avait-elle raison. Pourtant, la blessure saignait encore, un rappel que l'amour, si beau, pouvait détruire. Les années ont passé, mais le deuil n'a jamais vraiment quitté mon âme. À 35 ans, je dirigeais la librairie, un havre pour les âmes solitaires comme la mienne. J'aidais les clients à trouver des histoires d'amour heureux, mais les miennes restaient sombres. Élise hantait mes nuits, un fantôme bienveillant qui me rappelait la fragilité de la vie. J'ai voyagé seul, en Italie comme nous l'avions rêvé, marchant dans les rues de Florence, imaginant sa main dans la mienne. Les fresques de Michel-Ange, si grandioses, me parlaient de passion et de perte, comme un écho de notre tragédie. Un jour, en triant des vieux papiers, j'ai trouvé son journal intime, caché dans un tiroir. Ces mots, écrits d'une main tremblante vers la fin, me transperçaient « Antoine est mon soleil. S'il me survit, qu'il aime à nouveau, pour nous deux. » Des larmes ont coulé, libérant une partie de la douleur. Peut-être était-ce le début d'une guérison. J'ai décidé d'organiser une exposition posthume de ses œuvres, dans la galerie où tout avait commencé. Les gens sont venus, touchés par sa beauté et sa tragédie. Elle avait du talent, disait-il. Mais pour moi, c'était plus. C'était son legs, notre amour immortalisé sur toile. Aujourd'hui, je vis modestement, entouré de livres et de souvenirs. L'amour que j'ai voulu donner si ardemment m'a été rendu au centuple, puis volé par le sort. La bida, cette catastrophe inattendue, m'a appris la résilience. Je ne cherche plus l'âme sœur avec la même ferveur. Je sais maintenant que l'amour vrai laisse des cicatrices indélébiles. Pourtant, dans les moments calmes, je sens Élise près de moi, un souffle doux qui murmure « Continue ». Et je continue, pour elle, pour nous. Parfois, je m'assois au bord de la Seine, là où nous marchions, et je parle au vent. J'ai aimé, Élise. J'ai aimé comme un fou. La ville bourdonne autour de moi, indifférente, mais mon cœur, lui, bête encore. Tragique? Oui. Mais beau, dans sa douleur pure. L'amour n'est pas une fin heureuse. C'est une flamme qui brûle, illumine, puis s'éteint, laissant des braises éternelles.